C'est l'heure de Zoom, l'émission qui s'écoute. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un nom que tout le monde connaît, une figure qui polarise, Elon Musk. Bonjour. Mais on va essayer de faire quelque chose d'un peu différent. On va laisser de côté les tweets, les polémiques, pour vraiment plonger dans les documents bruts, dans les faits. On a une pile de sources assez hétéroclite, on peut le dire. Oui, et c'est ça qui est passionnant. On a d'un côté la vision marketing, presque messianique, d'une présentation aux actionnaires de Tesla. Et de l'autre, De l'autre, un rapport environnemental très terre-à-terre de SpaceX. On a une analyse académique sur son style de leadership, mais aussi, attention, une décision de justice assez cinglante sur sa technologie autopilote. et on termine avec une comparaison technique de ses projets en IA et un article au vitriol sur son passage dans la réforme du gouvernement. Exactement. Notre mission, c'est donc de confronter ces documents qui, a priori, ne se parlent pas. On va assembler les pièces de ce puzzle pour voir quel portrait plus complexe, plus nuancé, finit par émerger. Alors, par quoi on commence? Allez, on commence par le plus lisse, le plus officiel. La vision de Tesla pour ses actionnaires, le fameux Master Plan. Le document central, c'est cette présentation de 2025. On y parle du Master Plan Part 4, rien que ça, avec un objectif qui sonne presque comme une religion, atteindre une abondance durable. Pour l'humanité, bien sûr. Et pour donner corps à cette vision, les chiffres sont, disons, stratosphériques. Ah oui, les revenus, par exemple, sont passés de 11,8 milliards de dollars avant 2018 à 92,7 milliards. C'est juste colossal. C'est une multiplication par 8 en quelques années. C'est fou. Et la production suit exactement la même courbe exponentielle. On est passé de quoi? Un peu plus de 100 000 véhicules livrés, En 2017, à quasiment 1,8 million en 2024. Le document ne manque pas de souligner, avec une certaine fierté, que le 8 millionième véhicule Tesla est sorti des usines en juin 2025. C'est une machine de guerre industrielle. Carrément. Et c'est là que ça devient complètement dingue. Pour maintenir cette cadence, le conseil d'administration propose un nouveau plan de rémunération pour Musk. Ah, les fameux objectifs. Les objectifs sont tellement extrêmes qu'ils semblent sortis d'un film de science-fiction. On parle d'atteindre une capitalisation boursière de 500 milliards de dollars. 8500 milliards. Pour donner un ordre de grandeur, c'est presque 10 fois la valeur d'Apple aujourd'hui. C'est ça. Et ce n'est pas tout, hein. Il déclare livrer 20 millions de voitures par an et 1 million de robots humanoïdes. C'est à peine croyable. Ce qui est fascinant, c'est que cette vision démesurée, elle se connecte parfaitement aux théories du leadership qui sont analysées dans l'article de l'Atlantis Press. Les chercheurs qualifient son style de leadership transformationnel. C'est un concept précis, ça. Oui, ça veut dire qu'il ne se contente pas de gérer une boîte. Il insuffle une mission quasi existentielle. Accélérer la transition mondiale vers une énergie durable. Voilà. Il cherche ce que l'article appelle la stimulation intellectuelle. Il pousse en permanence ses équipes à remettre en cause les conventions, à penser différemment. L'article mentionne aussi un leadership très axé sur la tâche, une concentration obsessionnelle sur les objectifs chiffrés, la production, la technologie. Ça, on le voit bien. Oui, avec les chiffres qu'on vient de citer, c'est clair. Mais ce qui m'interpelle, c'est que l'article parle aussi d'un aspect axé sur les personnes, en disant que Tesla priorise le bien-être des employés avec des salaires compétitifs. Ça contraste un peu avec les reportages qu'on a pu lire sur les conditions de travail, non? C'est une excellente question, et l'article ne l'ignore pas complètement. La nuance, en fait, c'est que cette approche axée sur les personnes est surtout un outil pour atteindre la mission. Un outil. Ben oui. En offrant des rémunérations très attractives, Tesla s'assure d'attirer les meilleurs ingénieurs, les meilleurs talents du monde. C'est une stratégie pour alimenter la machine. Donc il y a une tension permanente. Exactement, entre le fait de bien payer les talents pour les attirer et la pression immense exercée sur eux pour qu'ils atteignent ces objectifs surhumains. C'est un peu un pacte faustien pour beaucoup d'employés, quoi. Un mélange de vision inspirante et de pression extrême. Et cette obsession pour la tâche, j'imagine qu'on va la retrouver ailleurs. Absolument. C'est un fil rouge. C'est à la fois la plus grande force de ces entreprises et potentiellement leur plus grand risque. On va voir que pousser une technologie sur le marché, parfois au détriment de la prudence, a des conséquences très concrètes. Justement, cette méthode du move fast and break things, avancer vite et casser les codes. Voyons ce que ça donne quand on l'applique non pas à une usine, mais au cœur du gouvernement américain. Ah, là,
L'article du Guardian est édifiant. Il nous parle d'une initiative au nom improbable, Algès, Dodge, lancée sous l'administration Trump. Et là, c'est le choc des cultures. Total. La méthode Silicon Valley se fracasse contre la réalité de l'administration. C'est ce que dit l'experte? Oui, le journal cite une experte en réforme gouvernementale, Hélène Kamarek, qui n'y va pas par quatre chemins. Elle dit C'était complètement absurde depuis le début. « Ah oui, Selon elle, cette approche qui consiste à tout bousculer sans comprendre les rouages complexes de l'État ne fonctionne tout simplement pas au sein du gouvernement. pourtant les promesses étaient grandioses. On parlait d'économiser 1 000 milliards de dollars sur le budget fédéral. Oui, une promesse qui a vite été dégonflée. La projection est passée de 1000 milliards à 214 milliards. Ce qui est déjà pas mal, en soi. Oui, sauf que même ce chiffre, le rapport nous dit qu'il était truffé d'erreurs, d'inexactitudes et d'exagérations. D'accord. Au final, pour citer à nouveau comme arc, le résultat a été « ils ont semé le chaos en vain ». En gros, on promet de révolutionner l'État comme on lance une nouvelle application, et au final, non seulement on n'économise rien, mais on sème la pagaille. Et il y a eu pire. Extrêmement grave. L'article met en lumière le témoignage d'un lanceur d'alerte, Chuck Borges. C'était le directeur des données de la sécurité sociale. D'accord. Il a dénoncé le fait que, dans cette course à l'efficacité, les données personnelles de millions de citoyens américains ont été copiées dans un environnement cloud non sécurisé. Non sécurisé. Oui, on parle de numéros de sécurité sociale, d'informations très sensibles exposées à des risques majeurs. C'est l'exemple parfait de ce qui arrive quand la vitesse prime sur la sécurité dans des systèmes aussi critiques. Cette idée de casser les choses au mépris des règles, on la retrouve de manière encore plus dramatique dans l'automobile avec l'autopilote. Des vies sont en jeu là. Oui, et l'article Tortue and Strands nous plonge dans le vif du sujet avec le verdict de l'affaire Benavid contre Tesla. Un verdict qui a été un véritable séisme judiciaire en août 2025. Un jury a condamné Tesla à payer la somme astronomique de 329 millions de dollars, dont 200 millions en dommages et intérêts punitifs. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire, punitif. Ça veut dire que la somme n'est pas juste là pour compenser la famille de la victime. Elle est là pour punir l'entreprise et envoyer un message fort. C'est une sanction exemplaire. Surtout que, d'après le document, Tesla avait refusé un accord à l'amiable. Oui, de 60 millions de dollars. Ils ont joué et ils ont perdu gros. L'argument central des plaignants, c'était que le marketing de Tesla, et surtout le nom autopilote, a volontairement créé un faux sentiment de sécurité. Exactement. Et la défense de Tesla, qui consistait à dire que le conducteur était le seul responsable. Parce qu'il ne regardait pas la route. Voilà. Ça n'a pas convaincu le jury. Et ce verdict, il ne sort pas de nulle part. L'article le met en perspective avec des données réglementaires assez alarmantes. Celle de la NHTSA ? Oui, l'Agence américaine de la sécurité routière. Sur une période d'1 an, entre 2021 et 2022, sur 392 accidents impliquant des systèmes d'aide à la conduite de niveau 2, 273 concernaient des véhicules Tesla. C'est un chiffre énorme, plus des 2/3 des accidents. Mais pour être juste, est-ce que les sources nous disent si c'est parce qu'il y a juste plus de Tesla sur les routes ou si le taux d'accident est vraiment disproportionné ? C'est la question cruciale. Et le rapport ne donne pas ce détail. Mais ce que la NHTSA pointe du doigt, et c'est le cœur du problème, c'est le marketing. L'agence a formellement averti Tesla. Sur quoi ? Sur le fait que cette communication, notamment sur les réseaux sociaux, pouvait induire les conducteurs en erreur en leur faisant croire que leurs voitures sont des robots taxis. Ce qui est faux. Ce qui est totalement faux. C'est cette confusion qui est au centre des procès. L'article mentionne même le site tesladeaths.com qui recense 65 décès liés à l'autopilote. Ah oui, quand même. La tension entre la promesse et la réalité tragique est palpable. C'est le moins qu'on puisse dire. On vient de parler de vision, de procès, mais tout ça a une empreinte très concrète, très physique. Qu'est-ce qui se passe quand l'ambition d'aller sur Mars se heurte à la réalité de la Floride ? C'est exactement ce que nous révèle le rapport d'impact environnemental de SpaceX pour Starship. Le projet, c'est de réaménager un site à Cap Canaveral pour permettre jusqu'à 76 lancements de cette méga fusée par an. Et ce document, c'est un retour brutal au réel. Fini le marketing, on est dans l'analyse technique des conséquences. Et plusieurs impacts sont jugés significatifs. Le premier, c'est le bruit. La gêne communautaire, comme ils disent. C'est ça. Et l'impact est jugé significatif. Concrètement, les bangs supersoniques générés par la fusée pourraient affecter des zones résidentielles comme Titusville ou Cocoa Beach.
Attends, le rapport parle sérieusement d'un risque de dommages sur les bâtiments. On n'est plus dans la simple gêne, là. Oui, oui, c'est écrit noir sur blanc. Il y a un risque, même s'il est jugé faible, entre 1 chance sur 10 000 et 1 sur 1 million, de causer des dommages à des bâtiments anciens. Comme des fissures dans le plâtre ou des bris de fenêtre. Exactement. Ça ramène vraiment le projet spatial à une dimension très terrestre. C'est un paradoxe fascinant. La vision, c'est de coloniser Mars, mais pour y arriver, on risque de fissurer les murs de vieilles maisons en Floride. Et j'imagine que le bruit n'est pas le seul problème. Non, loin de là. La qualité de l'air est un autre point potentiellement significatif. Les émissions annuelles d'oxyde d'azote, les fameux NOx, sont estimées à 570 tonnes. Et le sel, c'est quoi? Le seuil réglementaire d'insignifiance est de 250 tonnes. On est à plus du double. Ça oblige SpaceX à mettre en place ce que le rapport appelle une gestion adaptative. Gestion adaptative, ça sonne un peu comme du jargon administratif pour dire « on verra bien ». Ça veut dire quoi concrètement? En gros, ce n'est pas un chèque en blanc. Ça veut dire qu'ils doivent installer des capteurs, surveiller la pollution en temps réel, et si les niveaux dépassent certains seuils, ils pourraient être contraints de réduire la cadence des lancements. C'est une laisse réglementaire. Le document parle aussi d'un risque de conflit d'horaire. On dirait un problème de RER aux heures de pointe. 170 tirs statiques prévus au total à Cap Canaveral par toutes les entreprises. Le risque d'embouteillage sur les pas de tir devient un enjeu majeur. L'exploration spatiale devient un problème de gestion de trafic, quoi. Bien. Pour finir, on passe au dernier domaine, celui où l'idéologie de Musk est peut-être la plus visible, l'intelligence artificielle. On a un rapport qui compare les deux titans du secteur, GPT-5 d'OpenAI et Grok 4 de XAI. Sa propre entreprise, oui. Et le positionnement de Grok est très, très clair. Il n'est pas décrit comme un outil d'entreprise fiable et policé. Non, pas du tout. Le document le décrit comme un challenger, conçu pour la puissance brute et la disruption idéologique. C'est un positionnement qui en dit long. La vision de Musk pour Grok, c'est quoi alors? C'est de créer une IA qui serait en recherche de la vérité maximale. C'est explicitement présenté comme une alternative au modèle concurrent qu'il juge trop woke, trop prudent. Une IA qui recherche la vérité, ça sonne bien. Mais qui définit cette vérité? Et le fait de l'intégrer avec les données de X en temps réel, ce n'est pas la porte ouverte à une IA qui serait surtout influencée par les polémiques du moment? C'est précisément le cœur de la controverse. Le rapport souligne cette particularité. Grok a accès en temps réel au flux incessant et souvent chaotique de X. Technologiquement, c'est une prouesse. Idéologiquement, c'est un pari immense. Et pour ça, les moyens sont colossaux. Oui, on parle d'un modèle avec environ 1,7 trillion de paramètres. C'est l'un des plus grands jamais construits. Mais cette quête de puissance et de vérité brute a un coût. Oui, et le rapport est clair là-dessus. Le lancement de Grok a été marqué par d'importantes polémiques éthiques, des failles de sécurité et beaucoup de questions sur son alignement idéologique. Est-ce une IA neutre ou une IA qui reflète les biais de son créateur? Ça illustre parfaitement sa stratégie globale, une approche à très haut risque et très haute récompense. Quand on met tout ça bout à bout, le portrait qui se dessine est plein de paradoxes. Totalement. On a le leader visionnaire qui électrise ses actionnaires avec des promesses d'abondance, mais dont l'obsession du résultat mène à des procès pour mise en danger de la vie d'autrui. On a le disrupteur qui veut réformer l'État mais qui ne réussit qu'à semer le chaos. Le bâtisseur de l'avenir spatial qui doit négocier avec les risques de fissures dans les murs en Floride. Et l'idéologue de l'IA qui veut créer une machine à dire la vérité, au risque de créer une machine à amplifier la polarisation. Ce qui est vraiment frappant, c'est de voir qu'il s'agit en fait d'un seul et même système d'exploitation. Oui, une philosophie unique, issue de la Silicon Valley, qui est appliquée de manière quasi dogmatique à des domaines radicalement différents. Que ce soit pour construire une voiture, réformer un gouvernement, lancer une fusée ou créer une IA, la méthode est toujours la même. Disruption, objectif quasi impossible. Et une prise de risque maximale en ignorant souvent les garde-fous traditionnels, qu'ils soient réglementaires, éthiques ou simplement prudentiels. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question pour la suite. Oui, la question qui reste, c'est quand on applique ce système d'exploitation unique, cette philosophie de disruption à tout prix, à des systèmes de plus en plus vastes comme le climat, la gouvernance mondiale ou l'intelligence elle-même, est-ce qu'on est en train de construire le futur ou de créer des problèmes d'une magnitude qu'on ne sait pas encore gérer? Tu
n'es pas encore abonné? Il est l'heure, mon seigneur.